Samedi champion numéro 1 et invité numéro 1 de ce samedi champion, Monsieur Richard Virenque, c'est le sportif préféré des Français. Richard, merci d'être avec nous en direct à la veille de Paris Tour. C'était pas facile. Richard, Samedi champion, c'est une nouvelle émission sur France Télévisions. C'est un peu la cerise sur le gâteau. 4 heures de direct le samedi après-midi et une fois tous les 15 jours, donc, un grand champion, un champion moderne, un champion actuel. Et comme l'a très bien dit Catherine Delmas dans France Soir ce matin, on trace un cercle autour du champion, on allume les lumières, on fait tourner les caméras et on dit au champion « Raconte-moi ton histoire ». C'est un peu ce qu'on va faire pendant une heure. Dominique Bonneau l'a dit aussi dans l'équipe, c'est comment on devient un champion. Vous avez une recette, Richard? Comment est-ce qu'on devient un champion? Comment, je sais pas, c'est le début de notre adolescence quand on se forge peut-être en étant quelqu'un où on peut peut-être plus arriver dans la vie. Donc c'est avoir des objectifs et essayer de les respecter, et avoir une ligne de conduite et un gros moral aussi, je pense. Et le moral, la chance, tout ça font qu'on a plus de chance peut-être que les autres. Cette émission a failli s'appeler Rêve de gosse. C'était vraiment votre rêve de gosse de vous retrouver là? Non, mon rêve c'était autre chose. C'était quoi? C'est plus d'être sur une scène et chanter, quoi, faire du showbiz, quoi. Donc le vélo c'est venu plus tard. Mon frère en faisait, donc j'en faisais parce qu'il en faisait. Et ensuite je me suis aperçu que j'étais pas si mauvais. En plus j'étais pas bon à l'école, donc il fallait que je sois bon quelque part. Donc au départ, c'était chanter, danser. Ouais, mais bon. Avec qui, par exemple? Vous aviez qui en tête? C'était Michael Jackson, quoi. C'est toujours Michael Jackson. Mais... On va en reparler tout à l'heure. Et pour moi, au début, je me suis dit être danseur professionnel. C'était ce que j'aurais aimé faire, quoi. Avec des copains, des fois, on s'entraînait dans une chambre, on mettait la musique, on passait une après-midi à danser. C'était l'époque du Smurf. Il y avait l'émission, je me rappelle, de Sydney, là, comment apprendre les pas, tout ça. Donc, c'était mon époque et ça me plaisait vachement. Donc, je voyais plus ça, m'orienter vers la danse, être danseur professionnel. Ça, c'était mon rêve. Et le sport est venu par la suite. C'est venu après. Oui. Alors, donc, samedi champion, la formule, hein, Richard, c'est relativement simple. Hein. On vous a invité parce que vous êtes un champion. Mais on a envie de connaître le petit moteur qui est à l'intérieur et l'homme derrière ce champion. Donc on va parler à la fois de votre carrière sportive et puis en même temps un petit peu de votre façon de vous entraîner, de votre caractère, de votre personnalité, de tous ceux qui vous entourent, directeurs sportifs, ceux que vous admirez, ceux qui vous admirent. Vous laissez personne indifférent, c'est-à-dire que vous agacez parfois, justement votre côté showbiz, un petit peu, les lumières, tout ça, la scène, ça agace parfois, mais il y a beaucoup de gens qui vous aiment, qui vous adorent. Vous les avez fait vibrer cet été avec le Tour de France. C'est vrai pour les hommes, pour les femmes, c'est vrai pour les jeunes et pour les personnes âgées, c'est vrai en politique pour la gauche et pour la droite. La preuve. Hello, bonjour Richard, heureux de pouvoir m'adresser à vous, heureux et fier et de porter votre tenue. Continuez à nous faire plaisir, c'est super. Je voudrais souhaiter, avec beaucoup d'amis sportifs, que tu restes toi-même, naturel, généreux, combatif, quels que soient les enjeux et quelles que soient les pressions. Je suis certain qu'avec ta personnalité, avec ton tempérament, tu y réussiras parfaitement. Merci déjà d'avoir fait un super Tour de France, d'avoir monté l'école aussi vite. Et puis moi, pour essayer de monter l'école plus vite que toi, j'ai acheté tes chaussures. Donc j'espère que ça me portera chance. Je te fais entièrement confiance. J'ai lu tout ce qu'ils ont écrit, j'ai lu tout ce que tu as écrit. Et je suis tout à fait tranquille pour l'année prochaine. Les poids, c'est fini. C'est la fin des petits poids l'année prochaine. Bon Richard, promets-moi de gagner le Tour de France l'année prochaine, ça serait super. Mon livre d'or à moi, par rapport à vous, il y a deux moments qui ont été très forts. C'est cette étape jusqu'à Courchevel. Il y a eu 7h30 de retransmission. Je peux vous dire que j'étais coincé dans mon canapé, sans doute moins fatigué que vous, mais je l'ai regardé sans en louper une minute. Il y a eu des moments extrêmement forts, à chaque fois que vous avez attaqué, quand vous avez lâché dans la descente Jan Ullrich. Et puis je vous ai suivi dans la voiture, c'était le contre-la-montre de Disney. Je voudrais savoir, Richard, si t'avais pas un copain qui te ressemble, qui est célibataire et qui voudrait de moi, quoi. Je suis désespérée. Moi, je n'ai qu'un vœu pour vous et pour nous, c'est que l'année prochaine, vous fassiez tout pour le gagner. Bon, on est entré dans
l'ère des cyclistes surpuissants, Ulrich, après Indurain et Bernard Hinault. Il reste une place pour les coureurs à panache, il reste une place pour les grimpeurs. Il faudra l'an prochain prendre tous les risques. On compte sur vous. Pour moi, tu es l'un des plus grands champions de la bicyclette. Ce que je vous demande, si c'est possible, c'est de nous donner toujours, en tout cas, des batailles et puis du cœur, comme vous nous en avez donné cette année, l'année prochaine et encore pendant 2 ou 3 ans, parce que je crois que vous avez 28 ans, donc je pense que vous pouvez encore, pendant quelques années, nous faire rêver. Merci d'exister, et puis je vous dis merde, comme on dit dans notre langage. Vous êtes un homme qui va jusqu'au bout, qui se donne à fond, qui est fougueux. Et vraiment, je vous remercie de nous faire vibrer comme ça sur les routes de France chaque année. Et je vous souhaite un grand courage pour l'année qui va venir, car vous avez 2 grandes responsabilités à assumer. Alors la première, bien sûr, c'est celle de confirmer que vous avez le potentiel de gagner le Tour. Et la deuxième, qui n'est pas moindre, c'est celle d'être papa pour la première fois. Voilà donc le livre d'or de Richard Virenque. C'est sympa, hein, l'ensemble des réactions. Oui, c'est toujours ça fait plaisir de voir qu'on puisse voir les gens, qu'est-ce qu'ils disent sur nous, parce que bon, on ne voit jamais, c'est plus la famille ou les amis qui écoutent ce qu'on dit sur moi, mais moi, je ne vois jamais, quoi. C'est des moments comme ça, ça fait plaisir à entendre. Bon, qu'est-ce qui vous touche le plus, Richard? Qui me touche le plus dans ces genres de compliments et dans ce genre de jugement sur vous, là? Ce qui me touche, c'est qu'il y a un peu tous les âges, et ça m'impressionne. Et que, au début, bon, qu'il y ait de jeunes filles qui soient derrière moi, je suis un garçon jeune, donc je pensais que... Mais après, c'est que c'est toutes les générations d'âge, du tout petit au plus grand, à la grand-mère. Donc c'est ça qui me touche vraiment. Vous avez dit, je crois, le bonheur, c'est pas important. La douleur dans le vélo, ça, c'est une chose qui existe et il faut passer au-delà sans arrêt. Oui, la douleur, celui qui n'arrive pas à surmonter la douleur, c'est celui qui arrive... C'est pas le grand... C'est-à-dire qu'à un moment, on a tous mal, hein, on est tous égaux, et arrivé à un moment dans le Tour de France ou dans d'autres épreuves, il y a un moment, il faut passer au-delà de la douleur, et c'est celui qui la passe, et ben, qui attaque à ce moment-là, parce qu'il est à fond comme les autres, mais il a osé attaquer, et donc les autres, dans la tête, ils craquent. Et... Vous avez vraiment mal? Il faut monter sur un vélo pour s'en rendre compte. Ouais. Monter un col aussi, parce que faire du vélo sur le plat, on se dit, oh, c'est facile et tout, mais dès qu'on monte un col, là, on se dit, j'ai quelques kilos peut-être en trop, et là, on se rend compte de la difficulté, mais bon, nous, maintenant, c'est notre métier, j'en fais tous les jours, à peu près 35 000, 34 000 par an. Pour le Tour de France, j'ai à peu près 20 000 km avant le Tour de France, donc c'est ce qui explique qu'on arrive au Tour, on est au top et on peut tenir 3 000, parce que des gens ils disent mais comment vous faites pour faire 200 km par jour, 250 ? Mais avant le Tour, on a déjà 20 000 km, donc c'est pas les 3 000 du Tour qui vont nous faire peur. Alors Richard, il y a un paradoxe quand même chez vous, c'est la popularité par rapport au palmarès. Honnêtement, vous n'avez pas un grand palmarès. Il y a moins de 20 victoires professionnelles. Dont une cette année, la première de l'année, puis après, il n'y a plus rien. Si, il y a Courchevel, mais... Oui, d'accord. Mais bon, les grandes victoires. Jalabert est numéro 1 mondial, il a gagné pratiquement toutes les grandes classiques. Luc Leblanc, je parle là des Français qui sont à peu près à votre niveau, il a été champion du monde. Vous n'avez pas de grand palmarès et pourtant tout le monde vous adore. Ah oui, pourtant j'aimerais bien gagner plus de courses, mais c'est comme ça. Je fais souvent aussi des podiums ou des places d'honneur et je suis souvent à l'attaque. Et bon, c'est mon caractère, mon comportement. Jalabert, c'est un sprinter, donc il a la chance d'être quand même assez vite. Donc sans être trop bien, quand il arrive dans un groupe, il a la chance de gagner. Que moi, à chaque fois, les victoires que j'ai gagnées, c'est que ça a été la guerre mondiale, quoi. Ça a été les grandes attaques, c'est jamais trop finish comme ça, une victoire. À chaque fois que j'ai gagné une course, c'est parce que j'étais le plus fort ce jour-là. Hein. Bon, on y revient en détail avec notre commentateur du vélo, Patrick Chen. Allez Patrick. Ton histoire d'amour, Richard, ton histoire d'amour avec le public, elle débute il y a 5 ans. 5 ans déjà, c'était un jour de juillet, bien sûr, en 92, du côté de Pau. Et ce jour-là, déjà, tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Tu termines 2e de l'étape, mais tu lèves les bras comme un vainqueur. Remarque, il y a de quoi, tu t'offres 3 maillots d'un coup.
Et on s'entend, je le bon Dieu avec moi aujourd'hui. Voilà. C'est un rêve qui... J'y crois pas là. Bah si, pourtant il est sur vos épaules là. Ouais, mais j'y crois pas. Oh, je ne t'apprendrai rien en te disant qu'ils étaient quelques-uns à penser que ce succès n'aurait pas de très grand lendemain. Eh bien, ils s'étaient trompés. En 94, tu remets ça. Tu t'offres l'une des plus belles étapes du Tour, c'est à Luzardiden, encore dans les Pyrénées. Maintenant, il faut élargir le terrain de tes exploits. Et cette fois-ci, tu vas t'offrir une place, une petite place, c'est vrai, mais sur le podium du championnat du monde. Nous sommes à Agrigent et tu as participé grandement, il faut le rappeler, au succès de ton coéquipier, Luc Leblanc. Maintenant, on s'est habitué à ce maillot à pois. Tu poursuis au rythme d'un exploit par an. Nous sommes en 95 dans l'étape de Cauterets. Étape de sinistre mémoire parce qu'elle a coûté la vie à Fabio Casartelli, mais toi, tu ignores le drame quand tu franchis la ligne en vainqueur. Ta véritable dimension, tu vas la prendre l'année suivante, en 96. Là, c'est le déclic. Sur le podium du Tour, tu parais peut-être un peu petit à côté de Rich et Ulrich, mais il en faut plus pour te décourager. Ce jour-là peut-être, tu as pris conscience qu'un jour, tu peux gagner le Tour. Ce ne sera pas pour 97, mais là tu gravis encore une marche. Cette fois-ci, curieusement, c'est dans les Alpes que tu vas gagner ton étape, après un long raid avec Jan Ullrich. Jan Ullrich, ce grand champion qui risque de collectionner les victoires dans le Tour, comme toi tu collectionnes les victoires d'étape. Mais les leçons de tout ça, c'est qu'il ne faut jamais dire que tu ne gagneras pas le Tour. Rendez-vous par exemple en 98. Voilà un montage de Jean-Bernard Conto et de Patrick Chêne. Vous retenez quoi de ce que vous venez de voir là, Richard? C'est le maillot jaune à Pau. Et interviewé par Lionel Chamoulot qui faisait le Tour aussi. Oui, ça, 6 juillet 92. Ouais, j'arrive dans mon premier Tour de France et je prends tous les maillots. Donc j'aurais pu gagner l'étape parce que j'étais échappé avec un Espagnol, Murguende. Il avait collaboré beaucoup avec moi. Moi je gagnais tout, donc il gagne l'étape. Moi je prends tous les maillots. Et ensuite, comme deuxième moment fort, c'était Luzardiden, c'était grandiose. Rien que de regarder les images, j'avais des frissons, c'est inexplicable. C'est des moments, quand on est coureur cycliste, qu'on a... Après, bon, c'est la confirmation 96, 97, c'est la confirmation de... Après, on sait que je suis là, mais là, je démarre et je crois en moi et j'y arrive, donc... C'est fort là. C'est vrai que le jour des 3 maillots, là, le jour où vous prenez le maillot jaune, c'est quand même assez extraordinaire parce que, vous n'étiez pas sélectionné pour le Tour. Ouais. On vous appelle au dernier moment, Michaud vous appelle de RMO chez vous en disant Richard, prends l'avion, viens nous rejoindre. C'est Marc Braillon qui impose ma sélection au Tour parce qu'il y avait le championnat de France juste avant. J'avais fait 6e et il avait dit je veux des Virenques au Tour de France. Donc voilà. Michaud embêté, comment je vais faire, il est jeune. Alors vous vous trouvez, vous attaquez, il y a une échappée extraordinairement longue avec Morgualdaï et Redze. Km. Ouais. Et puis vous laissez gagner Morgualdaï, cadeau, hein, c'est ça? Ouais, bien sûr, puisque vous derrière vous prenez les maillots. Et vous vous retrouvez à 22 ans avec les 3 maillots sur le dos. Et Lino vous le reprend le lendemain. Ça, là, il y avait un peu les... Moi j'avais tellement eu de... Bon, je savais pas vraiment qu'est-ce que c'était le maillot jaune parce que moi le lendemain je me retrouvais avec un maillot, les photographes ils me couraient derrière. C'était la magie du Tour parce que j'arrivais dans le Tour et c'était grandiose pour moi. Et après, j'ai pu découvrir le Tour, ce que c'était. Et là, je suis tombé
Amoureux du Tour, on peut Alors dire. on parle, Richard, de votre carrière. Grand Prix de la Valette en 1982. Vous vous souvenez de qui vous avez battu ce jour-là? Parce que c'est une des premières victoires. Ouais, c'est ma première victoire. Le coureur que vous battez, vous vous en souvenez? Oui, c'est une femme. C'est une femme, ouais. Elle est avec nous, c'est Pascale Renucci. Elle était plus âgée que moi, elle avait 3 ans de plus que moi. Donc c'était là la difficulté parce qu'à l'époque, elle gagnait tout dans la région. Et battre Pascale Ranucci à mon âge, quoi, quand j'étais en cadet, il fallait être fort, quoi. Et là, j'avais réussi, quoi. Je l'avais feinté. Alors Pascal vient de nous rejoindre. Ouais. Ah oui, vous l'aviez feinté parce que on avait mis un tour au peloton, comme c'était un circuit de 1 ou 2 km. Et juste quand on va pour rattraper le peloton, je l'avais doublé le peloton avant elle. Bon, elle avait été distancée, mais l'arrivée, elle était juste là, donc j'avais gagné. Alors Pascal Ranucci, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui DTN chez les femmes. Hein. Vous partez d'ailleurs à Saint-Sébastien pour le championnat du monde. Là. Demain matin. 10 ans équipe de France, 5 tours féminins, 5 championnats du monde, c'est ça? Vous avez été au plus haut niveau. Alors Richard vous a battu. Oui, ben déjà à l'époque il était très remuant. Et comme il dit, il m'a bien feinté puisqu'on avait repris un tour au peloton et puis bon, il s'est faufilé. J'ai eu un moment d'inattention en fait. Je croyais que le plus dur était fait puisque comme il dit à l'époque, j'avais donc 3 ans de plus, donc j'étais un peu plus puissante que lui au sprint, donc j'avais beaucoup plus de chance. Et puis bon, ben, j'ai eu un moment d'inattention et puis je ne l'ai pas rattrapé et voilà. Est-ce qu'il était déjà chien fou à l'époque, Richard? Parce que le début de sa carrière, c'est marqué par cette phrase-là. Je pense que cette expression lui convient vraiment bien au début, hein, parce qu'il courait un petit peu partout et il était très remuant, mais aussi ce côté un petit peu saccadé dans le pédalage était encore plus prononcé à ses débuts. Mais c'est vrai que je peux confirmer qu'au début il était peut-être plus axé sur une carrière de danseur, puisque bon, j'ai eu l'occasion de partager les 3e mi-temps avec lui et je peux dire qu'il était aussi très efficace sur cette piste-là. Et alors c'était les courses mixtes? Ça existe encore ça? Oui, ben, puisque moi j'ai eu l'occasion de gagner le Tour du Var minime devant les garçons. D'ailleurs à l'époque c'est beaucoup plus avec son frère que j'ai eu l'occasion de me battre. Et avec Lionel, dont on reparlera qui tout à l'heure. extérieurement présentait un potentiel supérieur à Richard. Mais bon, des fois, les gros moteurs, il faut aussi des bonnes commandes pour que ça marche. Alors, à propos du petit côté chien fou, on va retrouver une image là du Tour de France cette année. Le départ d'Andorre, l'étape entre Andorre et Perpignan. Le peloton avait plutôt envie de se calmer. Et Richard, je ne sais pas ce qu'il lui prend, il attaque. Et on a une caméra, Pierre Le Petit et Philippe Turpot, qui, dès les premiers kilomètres à la sortie d'Andorre, voilà ce que ça donne. Il passe en tête, Richard. Et devant lui, il y a Rolf Jaermann. Et regardez ce que Rolf Jaermann va lui faire. Alors expliquez-nous exactement ce qui s'est passé, Richard. Parce que ça, c'est un drôle de geste quand même. Oui, mais il faut que j'explique ma version. Parce que déjà, la veille, tout le monde me disait, Richard, il ne faut pas faire la course dès le départ. Demain, l'arrivée, c'est tout plat, donc ça ne sert à rien d'attaquer au début. Il y en a beaucoup de pelotons qui sont fatigués, donc ils sont venus me voir pour d'autres équipes pour ne pas faire la course, quoi, au début, être tranquille, parce qu'il y avait beaucoup de malades. Donc j'ai dit, bon, ok, mais bon, il faut que ça soit moi qui joue le jeu avec Ulrich, se mettre devant et comprenne qu'au début, pour les autres, pas pour moi, parce que quand ça attaque dès le début, et donc il y en a qui n'ont pas trop joué le jeu. Donc ce que j'ai fait, ben, je suis passé en tête et j'allais avec les échappés qui attaquaient. Donc ils savaient de suite que c'était... Et vous dites à Jaermann, il faudrait accélérer un petit peu. Oui, je lui dis, tu peux aller un peu plus vite parce que pour le narguer, bien sûr. Mais bon, donc lui, moi en 92, ouais, il me fait un signe. Mais moi, ça aurait été en 92, je pense j'aurais été l'un des premiers, dès que ça montait, à attaquer, même si la règle était dit, il ne faut pas attaquer. Bon, ça c'était juste pour montrer un petit peu comment ça se passe dans le peloton. Bruno Roussel, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes directeur sportif des Festina, c'est-à-dire vous êtes le patron de Richard. Expliquez-nous la métamorphose un petit peu de ce jeune chien fou là qui est devenu carrément le patron de l'équipe, parce que de son équipe, hein, dans le Tour de France, vous nous l'avez dit, en direct, vous lui avez dit, Richard, c'est ton équipe maintenant, les Festina. Oui, c'est vrai. Cette image lui a collé beaucoup dans la première partie de sa carrière, parce que Richard avait un tempérament d'attaquant, il l'a toujours. Et j'ai une anecdote à ce sujet, donc dans l'équipe RMO, dans laquelle j'arrivais également, quand il a signé sa première année. Au bout de quelques mois, quelques anciens coureurs de l'équipe disent, Bruno, ton virant, qu'il faut que tu lui dises d'arrêter d'attaquer parce qu'il fait n'importe quoi, etc. Et je leur ai clairement répondu non. Je dis, je ne vais pas étouffer chez lui ce qu'il y a de
plus formidable, et ce qui vous manque à vous, et ce qui manque à beaucoup de gens, lui c'était ça, il avait le feu sacré, il espérait toujours gagner, il espère toujours gagner, je suis sûr que là en ce moment il espère demain gagner par retour. Donc je dis non, je le ferai pas, il va faire des erreurs, il va retenir les leçons, il va se faire sa propre expérience, mais il faut qu'il garde ça, il fallait absolument pas, et tout fait ça. Donc j'ai pas voulu écouter les anciens, et Richard s'est fait sa propre expérience, il a fait ses analyses, et aujourd'hui il est devenu le champion que l'on sait. Et par rapport à notre parcours, on a un peu grandi ensemble, c'est-à-dire il est arrivé tout jeune dans cette équipe RMO, et moi j'étais jeune directeur sportif, alors on a fait notre adolescence ensemble, dans mon métier et lui dans le sien. C'est vrai qu'on ne voulait pas de lui au départ dans les grandes équipes? C'était pas vraiment le cas parce que Richard est un super camarade, tout le monde l'aime bien en tant que bonhomme, mais c'est vrai qu'il dérangeait par son style parce que, il l'a dit tout à l'heure, au départ, il n'avait pas envie d'attaquer dans cette étape. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les coureurs qui pleurent pour que ça roule pas trop vite dans les étapes de col, c'est ceux-là qui attaquent sur le plat. Ouais. Et bien souvent, quand les commissaires repêchent 20 coureurs ou 30 coureurs, il est arrivé que le lendemain, dans une étape de plat, des coureurs qui auraient dû être à la maison ont attaqué. Et ces gens-là ne se soucient pas de savoir si le coureur qui était, lui, échappé toute la journée en montagne, il a mal aux jambes ou pas. Alors c'est assez complexe. Vous n'avez plus des relations de patron et d'employé, hein. C'est au-delà de l'amitié même. Oui, il n'y a jamais eu ce genre de relation avec Richard. Je crois que c'est de l'amitié et bon, c'est un bonhomme extraordinaire. Des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je lui ai dit, c'est vrai, en direct, et je le redis, cette équipe, c'est aussi la sienne. C'est-à-dire, ce sont ses copains qui l'entourent dans l'équipe du Tour. On l'a vu, il faut qu'il y ait des relations très fortes entre les coureurs pour aller aussi loin dans l'abnégation, dans le courage, dans l'entreprise. Et c'est lui, Richard, qui, avec son mental, donne la dynamique à ce groupe. Moi, en fait, je laisse ce groupe être ce qu'il a comme potentiel à l'intérieur, et Richard est en fait le catalyseur de tout ça. C'est le catalyseur de tout ça. Merci Bruno Roussel. Merci. Alors il y a un garçon qui a un gros succès en ce moment sur France 2, c'est Michel Drucker, et qui fait beaucoup de vélo, qui connaît bien le vélo. Il est venu sur le Tour de France, il vous a admiré, il était en hélicoptère, Michel. Il connaît bien, il suit toutes les étapes, il en fait beaucoup lui-même. On le retrouve tous les dimanches juste après Stade 2, donc avec Drucker et une compagnie. Il voulait absolument intervenir dans l'émission, mais là il est en train de préparer son émission de dimanche. On va quand même l'écouter. Michel, le spécialiste du vélo et des variétés. Cher Richard, en vous suivant sur les routes du Tour, on a l'impression que vous avez besoin de pédaler avec beaucoup de gens autour de vous. On a l'impression que vous avez un rapport très intime avec le public. Quand vous arrêterez de pédaler, est-ce que vous ne voulez pas continuer à faire ce métier, car on a l'impression que le public et vous, ça fonctionne bien, vous avez une vraie complicité. Alors j'ai deux questions à vous poser, techniques, mais j'aimerais bien avoir une réponse. Je vous ai suivi avec Ulrich, avec Ries, avec Olano, dans le Glandon, dans la Madeleine, dans l'étape de Courchevel cet été. J'ai l'impression, mais ça n'était pas qu'une impression, car je l'avais déjà remarqué en regardant la télévision avant, qu'Ulrich, dans des pentes très fortes, tire petit, comme l'on dit. Il mouline plus que vous. Est-ce que ce n'est pas un des secrets de sa force? Parce que lorsqu'il doit mettre une mine avec un gros braquet, il en a peut-être plus que vous sur la pédale. J'espère que ce n'est pas une question nulle, mais en tout cas, elle m'intéresse. Deuxième question, André Armel, qui est un des rois de l'ergonomie, je suis allé le voir à Pontchartrain l'autre jour, il m'a raconté comment il avait modifié la position des coureurs, car c'est vrai que depuis 10 ans maintenant, on peut modifier les codes de la machine et les faire sur mesure. Il paraît qu'il vous a fait travailler votre changement de position, surtout pour les contre-la-montre. Je voulais savoir en quoi ça a consisté, et est-ce que vous avez senti une différence, ne serait-ce que dans les nations où vous avez bien figuré il n'y a pas tellement longtemps. Voilà mon cher Richard, le jour où vous arrêtez de faire du vélo, vous venez avec moi et on présente une émission ensemble. Virenque&Co. Et c'est sympa de la part de Michel. Ouais, ça fait drôle quoi, quand des personnalités connues qui parlent comme ça de nous. Une fois que je rencontre des artistes ou quoi qui me félicitent, quoi, ça fait drôle. Jean-Jacques Goldman était en tournée et il me disait tous les après-midi, il s'arrêtait, il allait à l'hôtel pour regarder toutes les étapes du Tour de France et parce qu'il vous admire aussi beaucoup. Alors en plus, là, Michel, lui, il pose deux questions importantes. L'histoire de la cadence de pédalage d'Ulrich et Armel André, le sorcier, l'ingénieur, l'ergonome, magie de la télévision. Armel est avec nous, merci d'être avec nous Armel André. Donc vous, votre rôle pour travailler avec Richard, en fait, c'est de faire qu'il ait une meilleure position sur le vélo, qu'il soit plus efficace, qu'il soit plus aérodynamique, c'est ça? C'est cela même. Et le jour où
Richard et Bruno ont pris contact avec moi pour donc essayer d'améliorer sa position. La mission qui m'était confiée n'était pas très simple, puisqu'il fallait que je transforme en quelque sorte une carrosserie de 2 chevaux en Ferrari. Donc il y avait donc toute une technique à adopter, une technique de laboratoire qui a consisté à placer judicieusement son centre de gravité de telle manière qu'il soit le plus efficace, qu'il ait le meilleur CX, et qui puisse pédaler donc dans le meilleur confort. Dans l'air. Donc on va voir, vous avez, là c'est d'abord le vélo que Richard a employé là au Grand Prix des Nations, qui lui a permis non seulement les jambes mais en plus le vélo de terminer 7e, ce qui est une très grande performance, même pendant le Tour de France cette année d'ailleurs. C'est vrai qu'Ulrich l'a battu 2 fois de 3 minutes, mais il s'est accroché et il a, par rapport au Richard qu'on a connu il y a 4 ou 5 ans, c'est extraordinaire la performance de Richard dans le contre-la-montre. Alors d'abord, il y a un vélo assez extraordinaire, on y revient en quelques secondes, les caractéristiques, c'est monobloc en carbone, c'est ça ? C'est cela, c'est-à-dire que lorsque je vous disais tout à l'heure qu'il a fallu dans un premier temps travailler sur l'homme, c'est-à-dire essayer de modifier sa position de manière optimale, ensuite il fallait essayer de trouver le meilleur vélo. Et c'est l'étape qu'on est en train de franchir aujourd'hui. On essaie de trouver le vélo qui sera le plus performant. Donc il y a une batterie de tests qui vont être prévues dans le mois qui vient pour essayer donc de déterminer ce vélo. Alors ensuite, il y a le travail sur la position. Vous nous avez amené le document que vous avez filmé vous-même dans votre laboratoire, Armel André, puisque vous êtes ingénieur en fait au départ. On va le voir maintenant sur les images. Donc on voit Richard pédaler normalement sur un vélo de route, on va dire. Hein. Là, il est en situation de montagne en fait. Voilà. Ensuite, évolution. Il est déjà en situation de contre-la-montre. Oui, c'est une des positions qui était testée en laboratoire. Ce jour-là, on en a testé, je crois, une quinzaine. Donc, et ça, c'est la toute dernière position. Je pense que c'est la dernière. On peut s'arrêter peut-être, voilà, pour ces points. Je ne suis pas sûr que ce soit la dernière. Il y en avait une autre, il me semble, qui était encore plus performante. Alors, qu'est-ce qui est particulier là? Le dos d'abord. Alors, c'est vrai qu'il faut... donc, sur ce vélo, vous voyez qu'il y a un certain dispositif qui permet d'enregistrer tous les paramètres, c'est-à-dire les paramètres de puissance, les paramètres donc qui sont la fréquence cardiaque, la cadence de pédalage. Donc tout est stocké dans des ordinateurs pour essayer donc d'optimiser, de trouver la meilleure position. Donc ça, c'est le point donc de mesure en laboratoire. C'est vrai qu'en même temps qu'on situe et qu'on modifie son centre de gravité, la position du dos est bien sûr modifiée également. Ah, Armel André, s'il gagne le Tour, ce sera grâce à vous, parce qu'en montagne, il est pratiquement imbattable. 4 années de suite, le meilleur grimpeur, le maillot à poids. Et c'est dans le contre-la-montre où il a une faiblesse. Et là, grâce à vous, il fait d'énormes progrès en ce moment, non? Je ne crois pas que ce soit grâce à moi, parce que vous pouvez avoir le meilleur professeur. Si vous avez un élève qui n'est pas bon, le résultat sera donc médiocre. Et j'ai trouvé en Richard, la première fois que l'on s'est rencontrés, un garçon très courageux et très motivé. Oui. Donc il faut quand même reconnaître qu'il a beaucoup travaillé, à tel point que les premières fois, les premiers jours qu'on travaillait ensemble, je l'appelais de temps en temps pour savoir s'il n'avait pas trop de courbatures, s'il n'avait pas trop cassé. Et donc il a continué à travailler en pliant les bras et en progressant de manière régulière. Et je crois que c'est une de mes idées que j'avais proposées à Bruno cette année, c'est de le mettre dans les nations. Et si on avait proposé cette chose-là il y a quelques années, bon, on se serait peut-être marré. Et je pense que dans ce Grand Prix des Nations cette année, si la distance avait été un tout petit peu plus longue, 5-10 km, je suis persuadé que Richard rentrait dans les 3 premiers et peut-être dans les 2 premiers. Merci Armel André d'avoir été avec nous pour ces explications, parce qu'en fait, vous conseillez aussi les amateurs et... Tout à fait. Les cyclotouristes, les cyclosportifs, donc tous ces gens-là viennent me consulter. Ouais, on sent déjà chez vous, comme chez des milliers de spectateurs le bord des routes, et comme des millions de téléspectateurs qui regardent Richard sur un vélo, on sent une sorte de vibration avec ce champion-là. C'est vrai qu'il vraiment il sort du commun. Francis Maroto, lui aussi s'en est rendu compte en allant sur le bord de la route et en voyant tout ce qui se passait autour justement du phénomène de Richard Virenque. Je conclurai peut-être en disant... Surtout, il fait l'unanimité. Il le trouve conquérant, elle le trouve à force d'attendre. Moi je passerai des heures rien que pour voir Richard passer. Des kilomètres de route pour le roi Richard, des kilomètres de route pour ses admirateurs. On vient de France, nous, exprès. Attends. Oui, c'est vrai, on vient de Caen, exprès. Et on a suivi le tour assidûment. Alors évidemment, si certaines craquent, d'autres croquent dans sa vie. La maman et le bébé, ça va bien? Ouais, ça roule. C'est bien.
Aujourd'hui, la vie de Richard vire au rouge et blanc. Mais dans le cœur des Français, il est maillot jaune parce que conquérant. Il mêle panache et orgueil, attire à lui tous les publics. Et dans l'affaire, c'est le cyclisme qui y gagne. Samedi champion, vous êtes le chouchou, Richard. Oui, sur le tour, ouais, et hormis tour, ouais, c'est le tour qui a déclenché tout ça. Il n'y a pas des moments où ça pèse un peu? Quand il y a des débordements, seulement quand il y a des débordements, quand il y a des petits enfants qui se font écraser ou que c'est là. Moi, sinon, bon, il faut savoir le gérer, bien le prendre. Moi, j'ai un caractère pour bien le prendre et je dors bien encore la nuit. Ça va, Il y a des choses un peu insolites qu'on vous a demandé déjà comme ça? Insolites? Des souvenirs, des trucs, on vous fait des propositions? Le plus insolite, c'est se retrouver à terre à cause d'une fan, quoi. C'est l'euphorie sur le moment de quelqu'un qui vous jette à terre parce qu'elle veut vous arrêter, vous passez en vélo et vous l'évitez parce que vous ne pouvez pas vous arrêter parce qu'il y a tellement de monde que c'est pas possible. Et là, elle chute, elle tire par le guidon, boum. Donc ça fait drôle, quoi. Alors Richard, on vous aime, très à Disney? Oui, j'ai eu la chance de me retrouver à ce moment-là à Disney. Et Michael était là, quoi. Il y avait déjà tous ses fans et j'en faisais partie d'un. Là, je me rends compte que bon, d'être coureur cycliste, d'être populaire, j'ai de la chance. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais encore plus que de chance de tout le monde, c'est de pouvoir rencontrer une personne comme lui parce que j'aurais été Richard Virenque sans être coureur cycliste, jamais de ma vie j'aurais pu faire ça. Et là, je me suis rendu compte... Il avait son masque là? Au début, il n'avait pas, mais comme il savait qu'on allait faire des photos, il ne s'était pas peut-être préparé à faire des photos, donc il a mis son masque. C'est un peu le seul regret que j'ai eu, c'est qu'il est sans masque pour la photo, parce que bon, quand on le voit comme ça avec son masque, on peut se dire « Ah, c'est un truc monté, c'est pas lui ». Mais je peux vous dire que c'est bien lui, et je lui ai serré la main. Et pour moi, je suis fier quoi, de l'avoir rencontré. Bon, ça a été un grand moment aussi. Vous avez parlé un petit peu en anglais? Ouais, je parle pas trop bien anglais, un peu comme une vache espagnole, mais il y avait un traducteur qui était à côté de moi. J'avais mené, au cours d'une émission que j'avais fait en 94, j'avais imité Michael Jackson et j'avais une photo déguisée. J'étais déguisé en Michael et donc vous avez fait signer. Voilà, j'ai fait signer comme le monde à l'envers. Mais je suis venu sans feutre, donc on me fait signer des centaines d'autographes et le jour où je suis arrivé devant lui, je me pointe enfariné avec la photo. Sans faute, comme ça je lui donne, comme s'il en avait un dans sa poche pour vous. Et j'étais fou, après je me suis remis cette scène dans la tête, j'ai dit mais ayant signé beaucoup d'autographes, je devrais savoir que quelqu'un qui fait signer, il faut qu'il ait un faute. Et ça c'est bon, mais il l'a signé par la suite quoi. Bon, d'accord. Alors, Patrick Chêne est non seulement commentateur de sport, mais en plus il est écrivain. Il a réalisé déjà un premier feuilleton qui est passé à la télé, et là il vient de réaliser un deuxième film, et il vous a demandé de participer au tournage. Richard Virenque est devenu comédien. Expérience. D'abord, on voit d'abord la séquence, d'accord? Voilà, on nous l'a prêté. C'est Anaïs Productions. Action. Attendez, vous n'allez pas coucher avec moi ce soir dans mon lit? Non, ça, on va la refaire. Deuxième. Troisième. Action. Attendez, vous n'allez pas, monsieur, dans mon lit ce soir? Non, par contre, si je pouvais avoir... Non, on va couper tout de suite. Pas très bien. Quatrième. Cinquième. 31 sur 1, sixième. Action. Vous n'allez pas coucher dans mon lit ce soir? Non, par contre, si je pouvais avoir un autographe pour mon fils. Oh punaise, c'est comme ça jusqu'à Paris, je vais couler une bière. Mon fils, il s'appelle Richard, comme vous. Tu me vois me défoncer pour avouer maintenant qu'Alex est mort. On aurait dû rentrer à la maison. Oh putain, mais tu vas pas recommencer. Lui, il aurait jamais arrêté. Coupé. Purée, c'était pas mal du tout, dis donc. Voilà, c'est À chacun son tour, réalisé par Jean-Jacques Kahn. Je crois que Bruce Willis et Tom Cruise n'ont pas de soucis à se faire. Hein. Ouais, je crois que acteur, c'est pas évident parce que je pensais pas que c'était... En plus, il y a des textes, il faut dire ce qui a marqué. Quoi. Et moi, il y a cafouillage. Il y a un auteur, oui. Ouais, il faut marcher en même temps, il faut... Et c'est vraiment compliqué. Mais là, ils ont montré, quoi. Si tablette, mais il y en a eu plus. Hein.
Les claps, oui. Bon, on passe à un autre comédien, un vrai, un grand. Il est sur les grands boulevards avec la puce à l'oreille en ce moment. Il joue ce soir à 20h30, donc la pièce de Georges Feydeau, mise en scène par Bernard Murat, avec Sabine Audepin en particulier, Pierre Vernier, son pote. Il fait du vélo aussi. Vous m'aviez dit au téléphone que vous vouliez rencontrer ou Cantona ou Jean-Paul Belmondo. Vous ne pouvez pas être avec nous sur ce plateau, mais Jean-Paul, il est là. Jean-Paul. Richard, j'ai t'admiré beaucoup cette année parce que tu n'as pas jamais levé le pied, c'est le moment de le dire. Au contraire, tu as toujours enfoncé les pédales à fond pour essayer de battre cet Ulrich qui semblait imbattable. Mais moi, je fais partie des gens qui, jusqu'au bout, ont pensé que tu finirais par l'avoir. Bon, je savais qu'il y avait l'handicap contre la montre pour toi. Aussi, j'espère, je sais que tu as travaillé beaucoup pour améliorer tes temps contre la montre et tu les as améliorés. Mais je pense que les organisateurs devraient favoriser un petit peu plus aussi les grimpeurs, parce que les grimpeurs, c'est comme en boxe, les punchers, c'est quand même ce qui plaît le plus au public. En tout cas, à moi. Alors rien que pour moi, peut-être que les organisateurs pourraient mettre un peu moins de contre-la-montre et qu'il y ait des victoires d'étape carrément en haut des cols. Ou des bonifications au décolle, parce que des fois, bon, bah, vous grimpez comme des fous, vous distancez les gens et il n'y a rien à prendre en haut, et il n'y a pas la victoire. Alors que contre la montre, au bout, ils ont la victoire et les minutes. Donc j'espère que ça changera, et à ce moment-là, je suis sûr que ce sera dur à battre. Même si Pantani pense grimper mieux que toi. Jean-Paul, les qualités de Richard? Qualité de Richard, ben, la première, je crois que c'est un cœur de lion. Il a un cœur et une volonté. Je crois qu'il faut avoir une volonté dans la vie extraordinaire. Parce que je crois que dans toute réussite, quelle qu'elle soit, il y a le mental en premier pour moi. Je crois que quelqu'un qui a dans la tête une force, comme tu as, Virenque, réussi. Tu aurais été boxeur, tu aurais été un type très dur à descendre. Si tu avais été par terre, tu serais remonté. Et je pense que ta plus grosse force, elle est là. Plus, grâce à ta maman et ton papa sans doute, tu as une santé exceptionnelle. Mais ça ne suffit pas. Moi, j'ai connu des coureurs ou des boxeurs qui avaient des santé exceptionnelles, mais qui n'avaient pas là-haut le mental. Sans doute, c'est la vie qui t'a donné ça. Parce que souvent, dans ces sports, aussi bien la boxe que le vélo, il n'y a pas de gens qui ont eu des vies très faciles et très aisées qui réussissent vraiment. Je crois qu'il faut avoir bouffé de la vache enragée pour avoir cette hargne jusqu'au bout, de savoir souffrir. Moi, j'ai fait un peu de vélo, mais ce n'est pas comparable. Mais je sais les souffrances que peut avoir un coureur professionnel, que ce soit le premier ou le dernier. D'ailleurs, je les admire tous. Mais je crois que quand on s'accroche, comme tu fais, toi, et ne jamais se désespérer, de pas dire, bon, ben, Pantani part devant moi, on reste calme, je vais la voir et je vais pas perdre trop de minutes. Ça, il faut avoir le cœur comme ça et un mental comme ça. Alors, je te dis bravo et j'espère que l'année prochaine, tu seras encore là au même niveau. Et je suis sûr que tu le seras. Une question? Ben, une question, je voudrais... c'est pas une question, j'aimerais, parce qu'on parle beaucoup du dopage dans le cyclisme, toujours, parce que maintenant, je vois bien autour de moi, quand on parle, on dit « Ah oui, mais il va vite parce qu'il se dope, parce qu'il ça. » Moi, je sais très bien, bon, il y en a qui se dopent, bien sûr, mais il y en a qui ne se dopent pas, dont tu fais partie. Et j'aimerais que tu expliques aux gens pourquoi tu es en forme et comment tu t'entraînes, et qu'on peut très bien devenir un champion à l'eau de Vittel, et que les jeunes coureurs qui rentrent dans les clubs comprennent qu'en buvant du Vittel ou de l'Évian, d'ailleurs, la rigueur de la Vanois, on peut devenir un champion. Voilà. Est-ce que tu peux répondre à ça? Merci Jean-Paul Belmondo, donc on retrouve dans la puce à l'oreille. Alors, le dopage. Question de Jean-Paul. Oui, ben, le dopage... Ça existe? Oui, ça existe dans tous les sports, quoi. La seule chose que je regrette, bon, le cyclisme, ça existe, mais qu'il y ait le fléau dopage sur le coureur cycliste, mais moi j'aimerais que tous les sportifs de haut niveau, qu'on est considérés, payés comme sportifs de haut niveau, qu'on est tous mis dans le même endroit, que tous on est sanctionnés ou tous contrôlés au pareil, parce que bon, c'est normal qu'on soit contrôlé, c'est bien que maintenant il y a des prises de sang pour évoluer là-dedans, pour que ce soit plus pointu. On a été d'accord, les coureurs cyclistes, mais aller proposer des prises de sang à certains sportifs, je crois plus que les contrôleurs partiront avec un coup de pied dans les fesses qu'autre chose. Donc nous, coureurs cyclistes, on est bien gentils parce qu'on accepte beaucoup de choses que certains sports, eh ben, ils accepteraient même pas le quart de ce qu'on donne. Donc moi, je suis pour le dopage, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une grosse prévention. Pour le contrôle, vous voulez dire? Le contrôle, c'est-à-dire au niveau des jeunes surtout, parce que c'est là qu'il faut vraiment que le fléau démarre pas là, parce que si le jeune il commence à démarrer avec du dopage, il pourra pas passer professionnel parce qu'il n'aura jamais une progression.
Donc pour ma part, c'est très bien. L'évolution que ça prend, c'est très bien. Bon, il y en a qui disent que... Vous n'avez jamais été contrôlé positif, vous, Richard? Non, non, ça m'est jamais arrivé. Donc j'espère que ça m'arrivera jamais. Et que le fléau dopage, vous savez, quand vous allez... Si je serais bonne volonté, je peux tomber peut-être malade sans regarder la liste de contrôle. Un médecin qui n'est pas censé savoir que je suis un sportif peut me prétendre quelque chose pour me soigner mon rhume. Je vais être positif à la vue de tout le monde, alors que c'est pas parce qu'on va prendre quelque chose de positif qu'on va aller beaucoup plus vite. Donc ceux qui essayent de tricher pendant des moments pour le dopage, de toute façon ils tricheront 1 an, 2 ans, et après ça s'arrêtera là. Donc le plus important dans le vélo, c'est faire une carrière assez longue. Je crois que j'ai commencé à marcher en 92. On est en 97, je suis toujours là. Il y a eu les contrôles de sang. Bon, il y en a qui disent que les Festina ou les Télécoms n'ont pas été contrôlés pendant le Tour de France pour les prises de sang, mais on a été contrôlé avant, on aurait pu être contrôlé pendant, on peut être contrôlé demain. Donc c'est une régularité. Moi, j'ai pas de souci à me faire de ce côté-là. Le plus important, c'est l'entraînement et son caractère, parce que c'est avoir du caractère qu'on peut avancer. Donc, ne pas être un tricheur. Oui, tricheur. Donc, c'est avoir beaucoup de volonté. Et donc, c'est là où on arrive plus à avoir des résultats qu'en essayant de tricher avec des produits. Très bien. On parle d'une de vos grandes passions. Vous disiez tout à l'heure chanter, danser. Il y a une grande passion, c'est la vitesse, le sport automobile et les rallyes. Et vous êtes même essayé, Richard, à piloter une voiture. Et évidemment, il y avait des poids rouges sur la voiture. On va le voir. C'était où et c'était quand? C'était le rallye du Var. Ouais, le rallye du Var. Là, j'avais eu l'occasion de pouvoir faire l'ouvreur avec un copilote qui s'appelle Aziz Abakou, qui m'avait proposé son auto pour pouvoir commencer en ouvreur. Donc, là, on l'écoute. C'est une passion qui a commencé, des sensations. Et l'année d'après, on est passé à autre chose, c'est-à-dire que j'avais un professeur, un professionnel de l'auto, et là j'ai pu apprendre énormément, mais je me suis vraiment trouvé dans 4-5 jours dans un milieu professionnel et j'ai pu essayer d'évoluer pour le suivre, parce que c'était pas évident au début, mais c'est grandiose ce milieu de vitesse et c'est un autre monde, et donc ça me fait plaisir de rencontrer d'autres gens, notamment... Eh bien la preuve, on a demandé à François Delecourt de venir vous rejoindre, vice-champion du monde en 1993, 4 grandes victoires, enfin les plus grands rallyes, hein, François, et en ce moment sur une 306 Maxi, c'est ça? Peugeot. Vous serez sur le rallye du Touquet la semaine prochaine? On est en ce moment d'ailleurs en reconnaissance. En reconnaissance du rallye du Touquet. Alors, Richard, passion du rallye, vous, passion de la vitesse aussi. Quel dialogue, quel échange vous pourriez avoir tous les deux? Quel conseil vous pourriez lui donner? Je n'ai pas de conseils parce que Richard maintenant est un très grand professionnel. Ce qui est certain, c'est que j'ai découvert Richard l'année dernière au Rallye du Var pendant les reconnaissances. Et je crois surtout ce qui m'a rapproché le plus de Richard, c'est son côté un petit peu spontané, authentique. Je pense qu'on le dit tout le temps dans la presse, on le lit en tout cas énormément dans la presse. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sauvage, réservé, je sélectionne beaucoup. Et je dirais qu'à l'heure un petit peu où tous les sportifs de haut niveau mènent une course effrénée au dollar, là j'ai rencontré de quelqu'un de fabuleux, de normal, d'authentique. On a pu discuter de sport, de voiture, effectivement, puisqu'il est passionné. Et je crois qu'on a passé 5 jours merveilleux à rouler un petit peu trop vite, à mon sens, sur les routes du Var. La preuve, vous avez embarqué une caméra à bord de votre voiture, et regardez ce que ça donne. Donc François Delecourt, pilote, en compétition. Regardez dans une descente ce que ça donne. 80 bon, jusqu'au 70 star, dans 365 jusqu'au 60 tard en épingle, 1 seconde d'avance. 370 en épingle. Au 90 bon. 90 bon, 100 mètres. Au 60 bon en épingle. 60 bon en épingle. C'est impressionnant, Richard, non? Oui, mais là, on ne se rend pas vraiment compte de la vitesse, parce que là, on dit, ouais, ça va vite, mais il faut monter dans une auto conduite par François. Et là, vous vous dites, vous êtes sur un autre monde. À chaque virage qui arrive, on se dit, on va aller tout droit. Mais c'est des sensations, des grandes sensations. Et quand on était en reconnaissance, j'avais la chance de pouvoir rester derrière. Il me disait, quand je freine, quand mes stops s'allument, tu freines aussi. Mais au début, on est parti, il a commencé à partir. Premier virage qui arrivait, moi j'ai pilé et lui il freinait pas. J'ai dit mais comment il fait? Et après, au fil des jours,
et ben, j'arrivais à rester. Ben, dès qu'il freinait, je freinais, mais c'était pas évident au début. Mais après, j'ai pu progresser comme ça. Et freiner un peu plus tard. Alors, croisement des expériences maintenant, une caméra du Tour de France qui vous suivait en descente, parce que c'est vrai que vous êtes un grand grimpeur, Richard Virenque, mais vous êtes aussi un extraordinaire descendeur. Et il y a aussi des points communs. On regarde les images. Regardez François Delcourt. Les trajectoires. Il ne faut pas qu'il y ait une vache qui traverse à ce moment-là, parce que là, je ne vous dis pas l'impact. Et on arrive dans les courbes. Et il lâche la moto, là. C'est-à-dire, regardez l'écart avec la moto d'un seul coup. Hop. La différence, c'est que je crois que c'est le même exercice en championnat du monde, parce qu'en championnat du monde, ils n'ont pas le droit de reconnaître, je crois, les spéciales. Et là, nous, c'est un peu pareil, parce qu'on prend un virage plein pot, on s'imagine qu'il est comme ça, et donc que dans les championnats de France, je crois qu'il y a une grande reconnaissance, et on passe 10 fois, 20 fois, et ce qui fait un peu la force de chacun, c'est-à-dire celui qui est plus passé 2 fois. François Delcourt, il est doué ou pas, Richard? En voiture ou... Oui, en voiture. En voiture, je crois qu'il a du potentiel. En tout cas, il me l'a prouvé l'année dernière. Parfois, j'étais très épaté à en rire de le voir derrière dans le rétroviseur, voir les acrobaties qu'il faisait avec une certaine 306. Merci, bon rallye du Touquet, on vous Merci. suivra en image avec Stade 2. Merci. Alors rencontre également, il pratique le même sport, le vélo, mais dans 2 domaines complètement différents. D'un côté on a un écureuil, c'est Richard Virenque, celui qui grimpe et qui descend bien. Et de l'autre côté il y a Florian Rousseau, champion olympique, champion du monde. Et Florian, on vous a admiré à l'Open de Bercy la semaine dernière. Vous avez l'impression de pratiquer le même sport que Richard? Oui, on fait le même sport, pas la même discipline. La morphologie des cuisses change un peu, mais on se rencontre rarement dans la saison, 1 ou 2 fois par exemple à hier pour le critérium sur le vélodrome de hier. Ah oui, c'est vrai que vous avez roulé ensemble sur la piste de hier. Oui. Oui. Bon, c'est un athlète. Hein. Lui, il peut aller sur la plage faire le beau, que moi, je vais sur la plage, c'est pas bon. Hein. Je suis un peu squelettor, et donc lui, il a su tuer. C'est des balaises. Hein. Florian, vous avez un palmarès, vous, extraordinaire, je disais tout à l'heure, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs de Richard. La cote de popularité, en revanche, de Richard est phénoménale. Vous ne vous sentez pas un petit peu frustré? La piste n'est pas assez aimée en France? Non, en France et dans le monde d'ailleurs. Ah, ça dépend des pays, mais c'est vrai qu'en France, ça n'a pas la même notoriété que la route. Et bon, ça change un petit peu. Le public français reprend goût à la piste par les résultats de l'équipe de France, et puis on espère que ça va évoluer. Combien de kilomètres sur route vous faites par an, vous? Très très peu. Et puis depuis que j'ai arrêté le kilomètre, j'en fais moins. 4 à 5 000 maximum par 4 an. à 5 000. Et Richard en fait 35 000, lui. Oui, je sais. Évidemment. Et vous avez atteint la vitesse phénoménale de 70 km/h, là, pendant l'Open de Bercy, ce qui est un record. Hein. Oui, c'était le record de la piste de Bercy. Et bon, pour arriver à cela, c'est énormément de musculation. Et par exemple, moi, c'est 30 tonnes de fonte par semaine. Voilà, Richard, pour les grosses cuisses? Je suis arrivé aussi à 70 km/h, mais en descente. Votre record en vitesse de descente, c'est combien, Richard? Au-delà de 90 km/h, on ne regarde plus le compteur. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Donc il y a déjà le bruit de l'air qui impressionne à ce moment. Donc je ne sais pas exactement, mais... C'est souvent plus de 100. Ouais, ça dépend. Mais bon, quand on arrive à 100 à l'heure, on sait qu'on va très vite, mais on ne regarde pas le compteur parce qu'on a trop peur qu'il peut se passer n'importe quoi. Merci d'avoir été avec nous, messieurs les champions. Richard a aussi un grand cœur. On vous a souvent appelé Richard Cœur de Lion. Pour le panache, pour le côté guerrier sur le vélo. Mais aussi, vous avez eu, au cours de ces dernières années, des gestes qui ont ému et qui ont touché, et puis surtout qui ont été très efficaces. Claude Aymar les a récapitulés. Juin 1994, une épidémie de choléra frappe le Rwanda. Dans les rues, dans les campagnes, les malades se comptent par milliers. Les enfants surtout sont touchés. Juillet 1994, Richard Virenque termine lui le Tour de France avec le maillot à pois sur les épaules. Il annonce en direct sur les Champs-Élysées qu'il va aider la population rwandaise. J'ai décidé que les prix que j'allais gagner sur le Tour de France, c'est-à-dire 250 000 francs, eh ben, je vais faire un chèque à la comment je pourrais dire, l'association, une fondation. Une fondation qui s'occupe de ça. Août 1994, c'est en fait à MSF, Médecins sans frontières, qu'il remet ce chèque. Une belle somme à laquelle il faut ajouter 90 000 francs recueillis lors de la vente aux enchères de son vélo et 60 000 francs pour celle de son maillot. Il signe de belle manière son entrée dans l'action humanitaire.
À la fin de la vente, il s'est attardé, puis il est venu nous voir, et puis on a commencé à discuter. Et puis très, très gentiment et très simplement, on est allé à 2 ou 3 en sa compagnie au bistrot du coin boire un verre. Et là, on a parlé avec lui. La situation à l'époque était quand même extrêmement compliquée au Rwanda. Et lui, sans être du tout un connaisseur, hein, bien sûr un expert, je veux dire, il avait une connaissance et une analyse extrêmement avertie et très, très fine de la... trouver vraiment un garçon très concerné, très, très intelligent, vraiment. Pour un monde meilleur, sans haine et sans misère, tendons la main à ceux qui souffrent. Pour tous les enfants du monde, amour, amitié. Par la suite, Richard Virenque continue ses actions, toujours pour aider les enfants. En 1995, il participe par exemple à l'enregistrement d'une chanson « Amour, amitié, pour tous les enfants du monde ». Il apporte aussi son soutien à la lutte contre la myopathie en roulant chaque année pour le Téléthon. Je crois qu'on a passé de bons moments. On a eu un peu froid, mais bon, il y avait une très bonne ambiance et on était tous pour la bonne cause. Enfin, depuis quelques mois, il est parrain d'un centre d'aide par le travail pour des handicapés à Hyères. Il les aide à trouver des fonds pour financer un voyage à Disneyland et surtout, il leur rend visite quelquefois quand il le peut. Le fait que Richard soit venu dans notre établissement, ça a apporté une joie considérable. Et c'est vrai que les Tours de France qui vont venir, Richard aura beaucoup de filleuls derrière lui. Bref, pour tous ces filleuls, de Hyères, du Rwanda ou d'ailleurs, Richard Cœur de Lion est vraiment devenu Richard au grand cœur. Spontané, hein, Richard? Ouais, tout ça, c'était comme ça? Oui, quand les dernières images, ça faisait drôle. Je pense que dans la vie, quand une personne handicapée, elle est handicapée moteur, tout ça, c'est dramatique et elles ont la malchance d'entrée de jeu, elles n'ont pas la même chance que nous on peut avoir. Donc là, c'était un rêve qu'ils voulaient conclure, c'est-à-dire monter à Paris, découvrir Paris pendant 4 jours. Donc il y avait visiter Paris, ensuite il y avait Walt Disney, aller sur les bateaux mouches. Donc c'était un rêve et donc j'ai été parrain. Ils ont pu obtenir grâce à mon nom des fonds. Et donc j'en suis content pour eux. Je crois qu'en ce moment ils doivent y être et c'est super. Un petit coup de main de temps en temps comme ça. Oui, pour nous c'est facile quoi. On est connus et bon, il faut avoir le temps pour pouvoir le faire, mais quand des personnes démarchent, une personne quelconque, elle va voir quelqu'un, il n'y a rien qui marche. Et de suite, quand il y a un nom, ah ben oui, on va faire pour lui. Et... On connaît bien le phénomène avec le Téléthon hein, sur France Télévisions. Voilà, tout à fait. Alors Richard, on a parlé de votre carrière, on a parlé de la technique vélo avec Armel André tout à l'heure. On va maintenant venir à ce qui est derrière le champion, c'est-à-dire l'homme, et avec un nom. Si je vous dis Zina, par exemple. C'est qui Zina? C'est ma nounou quand j'étais au Maroc, c'était la dame qui s'occupait de moi en étant petit. Et donc depuis que je suis parti du Maroc, on n'a pas pu la ramener en France parce qu'il lui délivrait pas de papier, c'est-à-dire de passeport. Pour nos chats, on a pu les faire venir, mais pour notre bonne, malheureusement, avec mon frère et ma sœur, on a été attristés de ne pas pouvoir la faire venir en France parce que j'ai vécu quelque chose... C'était ma deuxième mère qu'au début, quand ma mère me grondait ou mon père, j'allais me mettre dans les bras de Zina parce que elle s'occupait de la maison, elle faisait le ménage, elle en passait, bon, elle était là. Alors, avec Rodolphe Assolde et avec Lionel Chamoulot et Delphine, qui construisant un petit peu l'émission, comme ça, on a pensé un petit peu à votre vie pour expliquer comment vous êtes devenu champion. On s'est dit, tiens, ça serait bien si une équipe de reportage avec Anne Gouraud, Christophe Vignal et Jean-Baptiste allait de l'autre côté de la Méditerranée. Et voilà ce que ça a donné sur les traces de la vie de Richard. Regarde. Richard, cette plage, tu t'en souviens peut-être, c'est celle de nos week-ends et de nos vacances à Casablanca. Il y a 18 ans maintenant que nous avons quitté le Maroc et l'ancienne plage de Daoumé n'existe plus que sur les photos de famille. Voyage à Rebroustan, au pays de l'enfance. Car avant la France, avant les collines du Var et les premières victoires, il y a eu le Maroc, il y a eu Casablanca. Casablanca qu'il a bien fallu quitter en 79
puisque les Français n'y étaient plus les bienvenus. Casablanca, où Lionel, Richard et Nathalie ont fait leurs premiers pas. Casablanca est la maison natale que leurs parents ont redécouvert le temps d'une histoire à deux voix. Par là, c'est dans les parages. Hein. Ouais, ça y est, ouais, Voilà. même ça me dit quelque chose. Voilà, les garages, ça y est, c'est là, ça y est. C'est juste derrière, à droite. Voilà, tu disais que les garages étaient... Ils ont pas fait sauter, hein, les trucs. Ah, voilà où se cachait notre petit bandit, là, quand on lui courait après. Il était plus touffu vers le bas, il grimpait, il se cachait là-dedans. Il nous faisait plein de bêtises. C'était vivant, puisque là, c'est là, dans cette maison, où ils ont fait leur premier pas. Où on est rentré donc à 2, et on en est parti à 5. Après tant d'années de se revoir sur ces lieux, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Sûr, je le regrette. Sûr. Plus maintenant, parce que mes enfants, surtout, je trouve qu'ils ont réussi. Ils auraient peut-être pas fait ce qu'ils ont fait maintenant. Point de vue de moi-même, oui. Moi, je le regrette beaucoup. Ça, je peux dire que c'est moi qui l'ai planté. Voilà, une pour Richard, Lionel et Nathalie. Aïn Seba, numéro 70, Villa Fanode. Une maison délabrée, un jardin à l'abandon, ultime vestige de ce qui fut le premier royaume des enfants viranques. Des enfants que quelqu'un au Maroc n'a jamais pu se résoudre à oublier, malgré la distance et le poids des années. Zina a longtemps bercé les 3 enfants français qu'elle n'a pas vu grandir. Zina la nourrice n'a pas pu obtenir le passeport qui lui aurait ouvert les portes de la France. Alors elle s'est résignée. Zina est restée au pays sans savoir qu'elle avait élevé une graine de champion. Voilà Richard. Voilà Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Julie, toi. Voilà. Loin du pays de Zina, il y a l'autre décor, celui du deuxième acte de l'enfance de Richard. La Longue-les-Morts et son école. C'est ici qu'en 1979, un petit garçon prenait ses premières leçons d'exil et de lecture. Il préférait le sport à l'école, oui. Mais il faisait preuve de bonne volonté en classe. Il n'aimait pas l'échec, par contre. Il était assez fier et il essayait de faire le maximum pour réussir. Réussir. Une devise qui a entraîné Richard loin des bancs d'école. À coups de feutre, les montagnes et le maillot à pois consacrent désormais l'ancien écolier de Jean Jaurès jusque sur les dessins des enfants d'aujourd'hui. Qui connaît Richard Virenque? C'est qui Richard Virenque? Champion du monde. C'est Richard Virenque avec son cyclique. Et puis, il est devant. Salut Richard. Voilà, je ne sais pas si tu reconnais ces routes là. Hein, on est au Borel, entre la Londe et Hyères. C'est sur ces routes que j'ai commencé à te mettre tes premières années en vélo. Je plaisante. Ça me faisait rigoler parce que tu venais avec les cadets ou les juniors. Donc tout le monde te branchait parce que tu étais le plus petit. Et en haut du col. Comme un fou. Il arrivait, bon, il était prêt à repartir. Le fada, hein. Pas le fou, c'est le fada. Les 10 mers, tutti quanti. Zéro à côté de lui. Richard, lui, voyait qu'il arrivait plus au vélo qu'aux études. Richard est parti, mais son nom revient dans chaque discussion des anciens du club de la Londe. Et son premier supporter reste celui qui a longtemps été son plus grand rival. Il voulait me battre et bon, et comme je l'attrapais par le maillot, tout ça, donc ça finissait soit sur le vélo directement ou alors c'était dans le garage. Et quand on n'avait pas pu s'expliquer dans le garage, c'était dans la chambre, on s'enfermait dans la chambre. Et ma mère essayait de rentrer pour nous séparer, bon, elle n'arrivait pas. Parce qu'on a toujours voulu, on avait plusieurs chambres, mais on voulait tout le temps dormir ensemble pour mieux s'arranger. Salut Richard, j'espère que tu iras jusqu'au bout de tes rêves. Voilà Richard, avec le tact d'Anne Gouraud, pardon d'abord, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'émotions. La collaboration de l'Institut français de Kénitra qui nous a donné un petit coup de main. On voulait aller sur vos traces, quoi, pour mieux comprendre comment... C'est impressionnant, quoi.
Un jour, un jour, j'irai sûrement faire un tour là-bas parce que depuis, je suis plus retourné et j'ai beaucoup de souvenirs quand j'étais petit, hein, mais beaucoup de plages, notre maison qu'on a vécu. J'ai fait, je sais pas combien de tours du jardin j'ai pu faire en vélo avec mon frère pour faire la course, parce qu'on ne pouvait pas sortir dehors. Si on sortait dehors, il y avait l'insécurité qui était. Donc on s'est beaucoup amusé dans notre jardin. Et il y avait Dahomey aussi, la plage où j'ai passé beaucoup de temps. Alors il y a Lionel qui est là d'ailleurs, qui est venu avec Nathalie, avec votre sœur aussi, hein, c'est ça, ils sont là. Il en manque 2. On va aller jusqu'au bout. Puisqu'ils ont accepté de retourner à Casablanca, de se reprendre la main, parce qu'ils étaient un petit peu séparés. C'est papa et maman, c'est Jacques et Bérangère. On leur a demandé de venir. Ils doivent être avec nous là. Voilà, Jacques et Bérangère. Merci de nous rejoindre. Bien, ils se tiennent la main d'ailleurs. On voulait comprendre. Merci. Merci pour la complicité, Bérangère. Jacques aussi. Merci de nous avoir donné ce petit cadeau, d'avoir accepté de retourner à Casa, parce que pour vous aussi, ça a dû être un grand moment d'émotion. Ah oui, très gros et très fort surtout. Et c'est bien, enfin on l'a fait pour Richard. Jacques? Oui, sûrement. C'était très, très dur. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont venus, et puis de revoir là où on a vécu pas mal de temps, que ça a changé, ça a changé. Tu gardes ce que tu as vu dans ton enfance, parce que c'est moins beau qu'avant. Ouais. Alors il y a eu la Londe. Vous vous êtes installé à la Londe des Morts, c'est ça? Et puis après, donc, il y a eu le vélo. Lionel a donné la... En plus, il était plus doué au départ. Il était plus doué que Richard. Hein. Ah oui, oui. Il était complet, quoi. Vous étiez pour, vous, le vélo, dès le départ, ou pas? Ben, on ne s'est jamais posé la question, parce que tout dépendait ce que les enfants voulaient faire. Ils avaient fait un petit peu de foot, ils avaient fait un petit peu de golf, du tennis, donc ils n'étaient pas tellement bien placés pour ça, quoi. Et puis après, c'est vrai qu'ils se sont mis dans le vélo, et bon, déjà Lionel, et puis après, mon mère Richard a voulu être avec son frère. Il y a eu un moment, il y a eu un déclic, vous vous êtes dit, ça y est, là on a un champion. Non, quand même pas, non. Enfin, non. Elle a commencé à percer vraiment en junior. En junior, il a fait une saison merveilleuse, quoi. Il gagnait tout dans la région, mais dans le Var, le cyclisme, c'est pas trop répandu. Il fallait faire des nationales, aller courir avec dans d'autres régions. Et il n'avait pas de difficulté. Quand on faisait ces voyages-là, il était tout le temps bien placé. Mais ça n'a pas été facile. C'est vrai, Richard, vous avez été maçon, vous avez fait du ciment? Maçon, c'est-à-dire que j'avais fait un CAP de plomberie et malheureusement, le période où on devait passer en pratique, c'est-à-dire travailler chez un artisan, il n'avait pas du travail de plomberie. Donc, comme c'était une entreprise de maçonnerie, ben, j'ai fait le manœuvre. Donc, je sais ce que c'est, charger une bétonnière, mettre les mains dans l'eau glacée le matin de bonne heure, se lever de bonne heure, rentrer à midi, repartir à 1h30. Donc c'est la vie dont j'aurais été sûrement si j'étais pas devenu comme je suis maintenant, parce que bon, j'aurais pas fait manœuvre, mais bon, j'aime bien aussi le jardinage. Et c'est pour moi quelque chose dont c'est une passion aussi, de travailler dans le jardin. Alors à côté de vous, Richard, il y a Irène Frein, qui est écrivain, qui avait écrit le Nabab et qui vient de sortir L'Homme Fatal, là chez Fayard. Irène est bretonne et elle a découvert le vélo un petit peu avec nous. Vous le connaissiez sans doute un petit peu, mais vous êtes venue sur le Tour de France, Irène. Oui, d'abord, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petite avec mes parents, parce que dans les milieux populaires, c'est très très important. C'est la première chose qu'on apprenait, c'était le moyen de déplacement des gens qui n'avaient pas d'argent. Et ensuite, j'ai été la prof de Laurent Fignon. Et quand je voyais le professeur qui parlait de notre ami tout à l'heure, oui, ça me rappelait un peu Laurent, quand je l'ai eu en seconde, en première. Vous restez avec nous parce que j'ai envie qu'on termine l'émission en parlant de la fameuse phrase d'Aragon, la femme est l'avenir de l'homme, la femme est l'avenir du champion. J'avais envie qu'on termine avec l'expérience assez étonnante et à la fois complètement naturelle que Richard vient de vivre, c'est-à-dire la naissance de son enfant. C'est vrai que la naissance de Clara, il y a avant et après, Richard, dans votre vie. C'est sûr que bon, cette année, ça a été une grande année pour moi, parce que déjà, il y a eu le mariage au mois de janvier avec Stéphanie, et le mariage et la naissance de Clara le 2 septembre,
Moi, au début, bon, se marier, bon, c'est quelque chose dans la vie. Après, avoir un enfant, on dit, bon, on va avoir un enfant. Pour moi, ben, je ressentais une envie aussi, mais c'était pas... Mais le jour, je peux vous dire que le jour que je suis rentré dans la salle d'accouchement et j'étais avec ma femme, et là, je me suis dit, ça y est, on y est. Et de voir sortir cet être, c'est... Dans la vie, je crois qu'il n'y a rien de plus beau à voir parce que tout s'est bien passé, j'ai pu couper le cordon. Et là, j'ai pris conscience que maintenant, c'était autre chose. La vie, c'est ma fille, ma femme, et c'est quelque chose, quoi. Vous avez une photo de Clara, là? Non, pas sur moi. Moi, j'en ai une. Regardez l'écran. Voilà, on en a une. En plus, elle bouge. Elle est en direct. Ouais. Oh, le bébé, coucou. Je l'ai appris à montrer le doigt quand il fait papa, quand il gagne les courses. Ouais, parce que Stéphanie a accepté de nous recevoir, de recevoir Claire Reynaud. Voilà, on est en direct, on voulait terminer l'émission comme ça. Stéphanie, vous nous entendez? Oui, oui, très bien. Avec vos parents, avec Jo et Joël qui sont à côté de vous? Oui, ils sont venus pour le week-end. Voilà, les cheveux rouges comme mon assistante, comme Maya. C'est pas parfaitement joli. Et Clara qu'on n'a pas trop dérangé. Non, non, ça va. Bon, Stéphanie, juste une question, on ne va pas vous déranger trop longtemps, mais justement la notoriété de Richard, le fait qu'il soit devenu comme ça en quelques mois, le vrai chouchou des Français, est-ce que pour vous, c'est pas trop pesant? Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai vécu ça petit à petit. Quand je l'ai connu, il n'était pas encore professionnel et petit à petit, sa cote a augmenté et on s'y fait. Et on regardait tout à l'heure des images de descente, Stéphanie. Je ne sais pas si vous les avez vues, vous, en Suisse, là-bas. Vous n'avez pas peur pour lui de temps en temps, en voyant ces images à la télé? C'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension, mais je sais qu'il a une petite étoile qui brille au-dessus de lui et qu'il le surveille et qui prend soin de lui. Ah, c'est mignon comme tout. On ne va pas déranger Clara, on ne vous dérange pas très longtemps. Vous avez un petit message à passer à Richard qui vous écoute? J'ai été très émue de revoir comme lui le sujet du Maroc, malgré que je le savais et lui pas, mais de revoir comme ça son émotion, ça m'a fait très plaisir pour lui. Merci d'avoir été avec nous, Stéphanie. Irène, les femmes et le vélo, pendant très longtemps, ça n'a pas bien marché. C'était un sport que les femmes ne comprenaient pas. Puis apparemment, là, à l'exemple de Stéphanie, ça passe bien. Hein. Oui, mais je crois aussi que les efforts entre les hommes et les femmes, à cause de la crise des rapports entre les hommes et les femmes, ont été quand même dans un certain nombre de cas importants. C'est-à-dire que les hommes comprennent davantage de choses des femmes, mais les femmes savent aussi, dans un certain nombre de cas, que quand elles ont quelqu'un auprès d'elles qui est dans le domaine de la difficulté ou de la performance, parce que finalement, c'est la forme de la difficulté de devoir gagner une course de on ne voit que le côté brillant, celui qui gagne la course. Mais il y a la douleur, comme on disait tout à l'heure. Et pour ça, je crois que c'est très important d'avoir un équilibre personnel, quelqu'un de sûr. Ce que je trouve dans ce que vient de dire Stéphanie de très beau, c'est pas seulement mignon pour moi, l'histoire de l'étoile. Parce que c'est la confiance. C'est quand on vit avec quelqu'un et qu'on a confiance en lui. Et cette confiance avant de partir pour la course, c'est un capital énorme. C'est même pas conscient. On sait qu'on est enveloppé de quelque chose qui doit vous pousser. On est enveloppé d'amour. Enfin, moi, je pense que ça doit être comme ça. Vous savez, quand on écrit des livres, c'est aussi une sacrée course. Donc, j'imagine que c'est ça. C'est vrai que quand je descends, quand je fais une course, j'ai la confiance en moi et je me sens fort. Et en plus, je sens tout cet engouement qui est autour de moi, qui me pousse, qui me booste. Et dans des grands moments, je suis très, très méchant. Quand on me voit comme ça, sympa, tout ça. Mais quand je suis sur le vélo, je suis très méchant envers moi-même. C'est-à-dire que des fois, je peux m'insulter, mais c'est une haine intérieure que je donne tout pour pouvoir faire des performances. Et dommage qu'il n'y ait peut-être pas plus de sportifs qui soient comme ça. Pas qu'ils soient comme ça, mais que des personnes qui ont tellement de talent et qui arrivent à un moment où il y a au-delà, et se relèvent parce que dans la tête, ils n'ont pas une culture, mais ils n'ont pas le truc qui va plus loin. C'est parce que c'est dans leur démarrage de leur vie, dans leur entourage. Tout ça fait que moi, j'ai eu la chance d'avoir ce plus, c'est-à-dire quand on est à fond,
allez plus loin. Merci Voilà. Richard. Ne changez pas. Ne changez pas. Merci. C'était le premier samedi champion. Ce sera Luc Alphand, le prochain invité, dans 15 jours. Il y a tout le sport ce soir à 20h30. Et puis demain, il y a Paris Tour en direct